Donc bienvenue à tous sur ce nouveau Triskel des Cafili du 13 février 2022 déjà. Ce mois-ci, je reçois Claire Billot qui va nous lire un extrait de son feuilleton Capitaine Quantum. Je ne pensais pas vous revoir, colonel Velker. C'est général Velker maintenant, Major Queen. Puisqu'on en est à se mettre à jour, moi c'est Capitaine Quantum. Je soutenais le regard de Velker. J'avais perdu un œil lors de notre dernière bataille ensemble, mais celui qui me restait brillait d'un éclat largement assez intense pour deux. De plus, je n'étais pas aussi gêné par cette perte qu'on aurait pu le croire. Le cache noir qui recouvrait mon orbite droite abritait des capteurs très perfectionnés, capables de me dévoiler certaines choses imperceptibles aux yeux humains. En l'occurrence, Velker affichait un niveau élevé de stress, et pas seulement parce que pour une fois c'était moi qui le dominais. Dans cette fameuse bataille, lui avait perdu ses deux jambes, et il se déplaçait sur un petit véhicule polyvalent qui roulait, volait, escaladait, et même si je n'en avais pas encore vu, dissimulait très probablement des armes. Dans ces conditions, le connaissant, je l'aurais cru plus sûr de lui. Capitaine Quantum, donc. J'ai besoin de vous pour une mission très délicate. Et vous avez pensé à moi ? Pas de sarcasme, la situation est déjà bien assez compliquée comme ça. J'ai dû venir tout droit de Chilure pour vous débusquer dans ce trou à rats. Je jetai un coup d'œil autour de moi. L'étoile de Barnard n'était pas une destination touristique de luxe, plutôt un repère de pirates notoires. Le bar crasseux où nous nous tenions en abritait quelques-uns qui, comme nous, buvaient et parlaient à voix basse en évitant les contacts visuels, en vertu d'une règle tacite qui se résumait à que chacun s'occupe de ses affaires et tout ira bien. Ça doit vous changer. Chilure, c'est bien cette planète dans le système de Ran où une caste d'aristocrates blasés dirige tout. Je n'aurais pas dit de cette manière, mais c'est à peu près ça. Sachez que l'ambassadeur de Chilure, Alceste de Salvian, est sur le point de négocier un accord très important avec les Ultars de Toseti. Les Minouches adorent les objets qui brillent. Il était donc prévu de leur offrir en gage d'amitié un joyau conservé au musée fédéral de Chilure, l'œil de la déesse. L'explication m'ennuyait déjà. Je ne retins qu'un détail, j'espérais que l'ambassadeur, lui, ne traitait pas les Ultars de Minouches. En ayant côtoyé certains, je savais que ces félins humanoïdes avaient leur caractère, et pas besoin d'être dans le corps diplomatique pour comprendre que les insulter était une mauvaise idée. L'œil de la déesse, poursuivit Velker, était une pièce unique. Un saphir taillé et incrusté dans un diamant d'une rare pureté. Personne à l'heure actuelle ne sait d'où il vient ni comment il a été fabriqué, et peu importe. Juste avant la conclusion de l'accord, il a été dérobé au musée. Le voleur a été identifié. Un autre membre de l'aristocratie chiluréenne, Archibald de Siran. Jusque-là, je vois pas en quoi ça me regarde. Avant qu'on ne le découvre, il a pris un vaisseau de ligne, le Reine d'Epsilon. L'œil de la déesse n'a pas été retrouvé chez lui, il l'a donc emporté. Le problème est que le Reine d'Epsilon a cessé de donner signe de vie. Le dernier message que nous avons reçu alerte de son arrivée dans un champ d'astéroïdes, qui selon nos informations n'aurait pas dû se trouver aux coordonnées indiquées. Envoyez des secours alors. J'ai commencé à comprendre où il voulait en venir. À l'époque où nous faisions tous deux partie du groupe Oméga, une petite unité d'élite à qui on ne confiait que les missions délicates, j'étais déjà connu pour être le roi du pilotage, y compris aux endroits les plus dangereux de l'espace. Jouer avec des ordinateurs quantiques pour programmer les sauts spatio-temporels les plus fous m'avait valu mon surnom de Quantum bien avant que je n'en fasse mon seul nom. Les secours viendront, mais l'ambassadeur a besoin de récupérer ce bijou dans plus grande discrétion. Idéalement, il faudrait que personne ne sache que l'œil de la déesse a quitté Chilure. Il me faut donc quelqu'un qui puisse se rendre au plus près du Reine d'Epsilon, ou ce qu'il en reste, éviter les astéroïdes, entrer dans l'épave et y reprendre le précieux objet. Quelqu'un qui ne dépend pas des autorités officielles, si vous voyez ce que je veux dire. C'est le genre de mission qui incombait au groupe Oméga autrefois, non ? Je ne pus m'empêcher de me racler légèrement la gorge. Votre plan est parfait, général, à un détail près, le groupe Oméga n'existe plus. Je m'étonne d'ailleurs que vous l'ayez oublié, alors que c'est ce qu'on m'a répondu chaque fois que j'ai demandé de l'aide. Et maintenant que vous ou vos amis diplomates êtes dans l'embarras, comme par hasard, vous venez me retrouver la bouche en cœur en me chantant votre couplet sur le bon vieux temps comme si ça allait suffire pour me faire rempiler. Sauf que vous n'avez plus d'ordre à me donner, et vous le savez très bien. Il me répondit par un regard assassin qui ne m'impressionnait pas. À l'époque où le colonel Velker était mon supérieur, je ne m'étais jamais privé de lui montrer ce que je pensais de ses grands airs, et ça n'allait sûrement pas changer maintenant. Je m'écartai du bar et me tournai vers ma copilote androïde, Aki, qui m'attendait près de la porte. Bref, si vous cherchez quelqu'un pour faire votre sale boulot, trouvez-vous une autre poire, général Velker. J'en ai pas encore terminé. Restez là.
L'un de mes capteurs m'avertit d'un mouvement au niveau de son véhicule, puis, immédiatement après, de l'apparition d'une arme pointée sur moi. J'ai aussi repéré votre copilote, ajouta Velker. Vous aimez toujours entendre les jeunettes à votre âge? Faites les signes de ne pas bouger. Même si elle est douée, je vous aurais quand même tiré dessus avant elle. J'obtempérais. En réalité, Aki était sûrement capable de tirer plus vite que Velker. Le problème, c'était surtout que nous étions au niveau le moins fréquentable de la station orbitale de l'étoile de Barnard. J'avais de la chance que personne n'ait repéré le manège de Velker, mais si quelqu'un se mettait à tirer, tout le monde allait faire de même, soit par réflexe de défense, soit pour en profiter pour régler une vengeance personnelle, et je serais au milieu. Reprenons là où nous en étions, fit Velker d'un air satisfait. Je sais que vous avez quitté le groupe Oméga. Je sais aussi ce que vous avez fait depuis, et ce n'est pas joli. Vol, trafic en tout genre, et même quelques assassinats sur contrat. Des gens qui l'avaient mérité pour les assassinats. Ce n'était certes pas la partie la plus brillante de mon CV, mais j'avais tué bien plus de monde au sein du groupe Oméga. Au moins, j'avais désormais la liberté de choisir mes cibles et de défendre des personnes qui en avaient besoin, si elles en avaient les moyens. Ce n'est pas ce qu'en penserait la justice, reprit Velker droit dans ses bottes. Elle vous court après depuis un certain temps, sans réussir à vous localiser. Que diriez-vous si j'aidais à mettre un terme à votre carrière de pirate de l'espace? Je continuais de l'affronter du regard. Il était hors de question de lui montrer le moindre signe de faiblesse. Et le chantage non plus, c'est pas joli. Vous aviez déjà un paquet de défauts à l'époque du groupe Oméga, mais ce genre de méthode ne vous ressemble pas. En apparence, son visage se radoucit un peu, mais je n'étais pas dupe. Son niveau de stress était toujours aussi élevé. Quelle qu'en soit la raison, il était prêt à tout pour obtenir ce qu'il voulait. Vous avez raison, lâcha-t-il. Si, je vous propose autre chose. Rapportez-moi ce bijou, et celui qui l'a volé s'il est toujours en vie. Si vous y arrivez, je m'arrangerai pour qu'il y ait un petit incident au fichier judiciaire central. Rien de bien grave, mais suffisamment de dégâts pour faire disparaître définitivement un certain dossier et jusqu'au nom qui s'y trouve. Vous aurez même le temps de commettre encore quelques petits délits sans être inquiété. De quoi vous laisser pas mal de répit, non? Votre ambassadeur vous tient vraiment par les couilles, hein. Je captais les oscillations de ses yeux et devinais que j'avais frappé juste. Il semblerait qu'on ait trouvé une occasion de se sortir tous les deux du pétrin, repris-je avec assurance. Je suis peut-être trop sentimental, mais au nom du groupe Oméga, je vais dire oui une dernière fois. À deux conditions. Déjà, vous rangez votre pétoire. Ne vous en faites pas, Aki ne tirera pas. Velker jeta un regard circonspect autour de lui, mais l'arme disparut dans les entrailles de son véhicule. La menace la plus directe était écartée. Très bien. La deuxième condition, c'est que non seulement la justice oublie que j'existe, mais vous aussi. Ma nostalgie a des limites, et si je suis parti, ce n'est pas pour retomber sur vous partout où je vais. Pour bien faire passer le message, je le fusillai de mon œil unique, en espérant lui faire aussi peur qu'un ambassadeur chiluréen. Velker m'avait donné assez d'ordres, je tenais le moyen d'en finir une bonne fois pour toutes avec le groupe Oméga et de goûter enfin à la vraie liberté. Je n'avais aucune intention de le laisser encore me pourrir la vie, et s'il lui en prenait l'envie, je me réservais le droit de lui faire voir mes canons laser par le mauvais bout. Son stress redoublait. Il avait compris que je ne plaisantais pas. Je vous connais assez pour savoir que ce que vous dites, vous le faites, dit-il en essuyant une goutte de sueur. Très bien, ça marche. Retrouvez-moi ce truc qu'on puisse calmer tout le monde et éviter un conflit avec les Ultars. Je me fiche que vous en mettiez plein les poches ou même que vous abattiez quelques personnes au passage pourvu qu'on le récupère. Ensuite, je viderai votre casier et vous irez où vous voulez, ça ne me regardera plus. Je pourrais dire que ça vous ne regardait déjà pas, mais si ma tranquillité est à ce prix, je crois qu'on a un accord. Il me tendit la main et je la serrai sans enthousiasme. J'avais une chance de tourner définitivement la page du groupe Oméga et j'aurais dû me sentir soulagé. Mais Velker m'a fait piéger encore une fois. Sa nervosité et ses nouvelles méthodes surtout m'inquiétaient. Quelque chose dans cette histoire sentait mauvais, et pas seulement les atroces relents de fumée et d'alcool frelaté de ce bar miteux. Vous me contactez dès que vous avez des nouvelles, fit Velker d'un ton presque léger comme s'il ne s'était rien passé. La fréquence sensible du groupe Oméga est toujours ouverte, officieusement bien sûr. Il n'y a plus que moi pour y mettre dessus, ce serait bien d'avoir enfin quelqu'un qui répond. Et voilà les dernières coordonnées connues du Ren d'Epsilon. Il appuya sur un bouton et le datapad attaché à mon poignet s'illumina. Des coordonnées, mais aussi le schéma d'une bague sertie d'un joyau bicolore qui ressemblait à un œil. Et voilà, vous avez tout ce qu'il faut, conclut Velker. Prenez votre copilote et mettez-vous en route, et bonne chance. Je voulus répondre, mais cette entrevue avait déjà gaspillé bien assez de ma salive. Je me contentais de lui adresser un dernier regard lourd de sens, avant de partir vers une mission qui ne me disait rien qui vaille, la dernière des dernières. L'addition est pour le monsieur, déclarai-je avant de sortir du bar.
La silhouette massive du Rand Epsilon se détachait au milieu du champ d'astéroïdes. Mon flamboyant semblait minuscule à côté de ces énormes rocs spatiaux et même du vaisseau de ligne en forme de cocon géant. Je remarquai un gigantesque trou sur le flanc, comme si un insecte spatial monstrueux s'en était échappé. Je ne voyais pas d'explication à ce que je voyais. Malgré leur aspect impressionnant, les champs d'astéroïdes n'étaient pas aussi dangereux qu'on le racontait. Leur mouvement était lent et largement prévisible par les ordinateurs de navigation. Aucun risque pour mon petit et rapide flamboyant, surtout piloté par un as comme moi, mais le Rand Epsilon, comme tous les vaisseaux de ligne, avait lui aussi un équipage d'élite et des systèmes anti-collision à la pointe de la technologie. Se laisser frapper par un astéroïde dans ces conditions était hautement improbable. Je commençais à comprendre pourquoi Velker s'était montré aussi nerveux. Tout cela sentait le piège à plein nez. Ou du moins, quelque chose d'anormal et de potentiellement explosif, où il s'était bien gardé de mettre les mains lui-même. Mieux valait envoyer un franc-tireur comme moi, et s'il arrivait le moindre problème, prétendre qu'il n'avait aucune connaissance de mes activités. En attendant une hypothétique récompense, je prenais tous les risques à sa place. Si les poires volaient, je serais chef d'escadrille, mouillerai-je à voix haute. Vous n'avez rien d'une poire, capitaine. Aki réagissait au quart de tour à ce que je disais, et pour cause, elle avait été programmée pour cela. Après l'avoir récupérée dans une casse d'Android, je l'avais soigneusement restaurée et reconfigurée pour en faire à la fois une copilote efficace et une compagne selon mes envies. Ses réponses oscillaient aléatoirement entre flatterie et ironie, ce qui donnait l'impression qu'il avait son petit caractère. J'en avais besoin, même si ce n'était qu'une illusion. La liberté que je convoitais, si chère aux pirates des Caraïbes dont je m'inspirais, n'était peut-être elle aussi qu'une illusion. Mais je devais m'y accrocher pour ne pas devenir dingue. J'avais une chance de la gagner une bonne fois pour toutes, et s'il y avait des obstacles entre elle et moi, soit. J'allais leur donner des raisons de regretter à leur tour de s'être mis en travers de la route du capitaine Quantum. Après avoir vérifié une dernière fois mon équipement, je sortis du sas et me propulsai vers le Rand Epsilon. En plus de mon propre scaphandre, j'emportais un autre sur le dos à destination du voleur chiluréen s'il était encore vivant. J'essaie de faire au plus vite, dis-je à Aki par la radio. Au moindre événement suspect, préviens-moi. Le trou béant du Rand Epsilon offrait l'avantage d'y entrer très facilement, mais une fois à l'intérieur, c'était une autre histoire. Les ponts bien ordonnés avaient été fracassés par la collision, et faute de gravité artificielle, les débris du vaisseau et les corps de ses passagers flottaient en désordre dans le vide glacé. Pas le temps d'avoir des pensées pour eux. J'avais une mission à accomplir, et j'entrepris de ramasser tous les bijoux et tout ce qui pouvait avoir de la valeur, y compris directement sur les corps. Pas de trace pour l'instant du fameux œil de la déesse, mais tout gain était bon à prendre, et les riches passagers du Rand Epsilon n'en auraient plus l'usage. Après les premières récoltes, je me dirigeais vers le quartier des cabines, où ce qu'il en restait. Si le chirurgien était bien à bord, il se trouvait sûrement là-bas avec son butin. Reconnaître le bijou ou son voleur dans ce vaisseau éteint, à la seule lumière de mon projecteur, représentait déjà un défi en soi. Je devais donc cibler mes recherches. Soudain, quelque chose s'illumina devant moi. Une forme féminine, fine et délicate, nimbée dans la halo bleue, me barra le chemin en éclairant les débris et les corps autour d'elle. Il me semblait la voir me sourire, mais elle disparut l'instant d'après, en me laissant de nouveau seul dans l'obscurité. Aki, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Une fluctuation d'énergie dans le Rand Epsilon? Négatif, capitaine, je n'ai rien détecté. Bizarre. On aurait dit... Allô? Est-ce que quelqu'un m'entend? Cette dernière voix n'était ni la mienne ni celle d'Aki. C'était celle d'un homme, sans doute jeune, et mon récepteur m'indiquait qu'elle était toute proche. Quelqu'un était vivant à l'intérieur du vaisseau. J'ajustai ma fréquence pour mieux le capter et je repris. Ici le capitaine Quantum. Qui êtes-vous et où êtes-vous? Je me suis réfugié dans une zone de sécurité. La 41A, c'est écrit sur la porte. S'il vous plaît, sauvez-moi, je peux vous payer très cher. Je suis Archibald Gontran, Adhémar de Cyrane de Chilure. Je vérifiai mon datapad sans un petit tremblement, et il me confirma ce que je pensais. Le nom concordait. Le seul survivant du crash était exactement celui que je recherchais. C'était presque trop beau pour être vrai. Je m'efforçais de garder mon calme et de ne rien laisser transparaître. Alors on t'appellera Archie, c'est plus simple. Ok, bien reçu, j'arrive et je t'apporte un scaphandre. Les plans du Rand Epsilon me permirent de me diriger vers une partie du vaisseau plus éloignée de l'impact et rester relativement intacte si on oubliait que le vide et les débris l'avaient également envahi. Devant moi se dressait la porte d'un sas de sécurité encore fonctionnel, marqué d'un gros 41A. Derrière, si tout allait bien, l'œil de la déesse, son voleur, et déjà la fin de mes ennuis. J'entrai dans le sas et activai la recompression qui se fit péniblement et avec des alertes clignotantes de tous les côtés.
De toute évidence, les réserves d'air étaient touchées et le Silurien avait intérêt de ne pas s'être trompé, car je doutais que ni Sostas, ni aucun autre à bord ne supporte une utilisation de plus. Enfin, les portes s'ouvrirent sur une silhouette qui flottait maladroitement devant moi. Un corps rondouillard revêtu des soirées multicolores chères aux aristocrates de Chilure, des cheveux noirs ondulés qui devaient être soigneusement coiffés en temps normal, un visage jaune et ahuri, l'air de ne toujours pas se rendre compte qu'il était à bord d'une épave loin de sa planète. Il n'avait pas l'air d'un voleur dangereux, plutôt comme je le soupçonnais, d'un riche idiot qui avait agi sur un coup de tête et qui se retrouvait complètement dépassé. De son côté, il n'avait pas l'air ravi de voir le vieux pirate borgne et légèrement énervé qui se tenait devant lui. « Allez, lui dis-je en lui donnant le scaphandre supplémentaire. Enfile ça et je te ramène dans un endroit sûr. Il y a de la chance, on m'envoie te chercher. » Moi ou l'œil de la déesse? Mes sourcils se relevèrent. Il était peut-être moins bête qu'il en avait l'air. Je ne te cache pas que si tu l'as, c'est mieux. Je l'avais, mais je l'ai égaré dans l'accident. Je ne sais pas où il est passé. Je ne le croyais qu'à moitié, mais ce sas branlant était mal choisi pour lui tirer les vers du nez. S'il lâchait trop vite, je perdais le seul témoin capable de me mener au bijou. Mieux valait parer au plus pressé, quitte à revenir à la charge plus tard. Je vérifiai son scaphandre et rouvris le sas. Comme je m'y attendais, la dernière utilisation avait eu raison de ses systèmes endommagés. Et au lieu de nous faire passer progressivement de la zone de sécurité au reste du vaisseau, les portes s'ouvrirent en grand et nous chassèrent avec les dernières réserves d'air. Tant pis, il n'y aurait bientôt plus rien à sauver dans le rêve d'Epsilon de toute façon, dès que j'aurais mis la main sur l'œil de la déesse et sur les autres bijoux et métaux précieux qui tiendraient dans mon sac. Reprenons, dis-je au Chilurien sanglé dans son scaphandre. Tu as volé ce truc avant de t'enfuir, et maintenant tu ne sais pas où il est. Vraiment. Il allait répondre quand la voix d'Aki se fit à nouveau entendre. 2 vaisseaux en approche, capitaine. J'identifiais le premier comme l'Avalon. Je me tournai instinctivement vers les hublots. Les nouvelles allaient vite si l'Avalon était déjà là. Toi, dis-je au Chiluréen, je te ramène dans mon vaisseau. Si quelque chose te revient à propos du dernier endroit où tu l'avais, ça m'arrangerait. En attendant, je vais continuer de fouiller. J'activai en vitesse la procédure de retour et avertis Aki pendant que le scaphandre emportait automatiquement son occupant. Mieux valait l'amener à bord au plus vite avant que l'Avalon n'arrive trop près. L'Avalon n'était autre que le vaisseau de la pirate amazone Morgane la Fée Rothschild et de son équipage. J'avais déjà côtoyé les Amazones par le passé et pendant quelque temps, j'avais même connu Morgane de manière très intime. Notre histoire n'avait pas duré longtemps. Morgane n'était pas la femme d'un seul homme, ni d'une seule femme si j'étais bien renseigné. J'étais moi aussi passé à autre chose et nous nous étions séparés en bons termes. Il n'y avait plus qu'à espérer que cela m'aiderait à me sortir de cette situation délicate. Première chose à faire, prendre l'initiative de l'appeler. Je me réglai à nouveau sur une fréquence large. Morgane, ici Quantum. Je suis surpris de te voir ici aussitôt. La voix familière de Morgane me répondit. Elle avait une pointe de sarcasme, mais je sentais qu'au fond elle était heureuse de me retrouver. Tout se sait chez nous. C'est moi qui suis surprise que tu sois arrivé avant nous. Moi aussi j'ai mes contacts. Et tu connais le code des pirates. Premier arrivé, premier servi. Je ne devrais pas en avoir pour longtemps, alors attends juste que j'ai rempli mon sac et cette vieille carcasse sera à toi. Votre proposition indécente, ça ne prend pas. Une autre voix, ce n'était pas celle de Morgane, mais celle de sa seconde, Katrina Lopez. Seconde était à prendre avec des précautions, car d'après ce que je voyais, elle possédait déjà son propre vaisseau. Ce n'était que la dernière étape avant de devenir entièrement indépendante, et pour celle qui se faisait appeler la Capitana, ce n'était sûrement qu'une question de temps et de peu de temps. Autant j'étais confiant sur la possibilité de m'arranger avec Morgane, autant je craignais cette femme aux dents qui rayaient le parquet. Franchement, dit-elle comme pour confirmer mes craintes, qu'est-ce qui nous empêche d'y aller tout de suite? Ce n'est pas ce vieux banc qui va nous arrêter. Non, Katrina, répliqua fermement Morgane. Bafouer nos propres codes, c'est ouvrir les portes à toutes les dérives. Il saura. Je le saurai, moi. Ne touche pas à Quantum ou tu auras affaire à moi. Je respirais un peu mieux, mais je savais que le temps m'était compté. Il fallait que je retrouve cet œil de la déesse très vite. Je me remis à explorer le vaisseau quand Katrina reprit la parole. C'est idiot, fait. Nous sommes 2 équipages complets, il faudrait attendre qu'un type tout seul nous laisse la place. Même sans la voir, je sentais l'ambition et l'impatience dans le ton de sa voix. Si Morgane refusait encore, j'étais certain qu'elle allait passer outre. Il fallait changer de stratégie d'urgence pour éviter le pire. Ne vous disputez pas à cause de moi, déclarai-je avec l'apparence d'un calme olympien. Je vais vous faire une confidence. Si je suis là, c'est parce que la famille d'un des passagers m'a demandé de retrouver une babiole à laquelle ils tiennent beaucoup. Alors voilà ce que je vous propose. Vous venez et vous prenez tout ce que vous voulez, mais si quelqu'un tombe sur ce que je cherche, c'est pour moi.
Un temps de silence pesant. Ce n'était vraiment pas le genre de compromis que j'aimais faire habituellement, mais j'avais déjà Velker sur le dos, il valait mieux avoir les Amazones avec moi que contre moi. Accepté, déclara Morgane, manifestement soulagée de ne pas se trouver en porte-à-faux entre sa seconde et moi. J'eus à peine le temps de reprendre mes recherches que le renne d'Epsilon fut envahi d'Amazones en scaphandre. Certaines portaient sur elles le drapeau de la Valonne, d'autres un pavillon au crâne décoloré de fleurs multicolores. Je cherche une bague un peu kitsch qui ressemble à un œil bleu, leur annonçai-je. Tout le reste est à vous. Elles ne m'attendirent pas pour se disperser dans le vaisseau et ramasser tout ce qu'elles pouvaient. Il n'y avait plus qu'à espérer qu'elles respecteraient notre accord. Si c'était le cas, l'œil de la déesse serait vite entre mes mains. Sinon, les choses allaient grandement se compliquer. Ah, un fantôme! C'était la voix d'une très jeune fille, peut-être une adolescente, qui venait de briser l'atmosphère tendue des recherches. C'est toi, Fan, répondit Katrina. Calme-toi, les fantômes, ça n'existe pas. J'ai vu quelque chose, moi aussi, une forme bleue qui venait de nulle part. Les témoignages du phénomène se répandirent comme une traînée de poudre à mon grand étonnement. J'avais vu la même chose, mais pour moi, ce n'était rien d'autre qu'un hologramme, comme on en trouvait des tas dans ces vaisseaux. Il devait se rallumer par intermittence à cause d'une fluctuation d'énergie résiduelle. Les Amazones devaient être plus superstitieuses que moi, ce qui n'était pas difficile vu que je ne croyais pas du tout au surnaturel. Mais chez elles, il commençait à y avoir un véritable vent de panique. Je continuais mon exploration en espérant profiter de la confusion pour mettre enfin la main sur mon objectif. D'autres bijoux eurent le temps de venir s'ajouter à mon butin, mais toujours pas celui que je cherchais. Quantum m'appela Morgane. Les filles ont l'air perturbées. Avec l'accord de Katrina, je demande une suspension générale de l'opération, le temps de les rassurer sur cette histoire. Pour moi, ce n'est rien d'autre qu'un hologramme, mais si tu y tiens, pourquoi pas? Ça me permettra de mettre en lieu sûr ce que j'ai déjà ramassé. J'attendis cependant de les voir sortir du vaisseau, ce qui arriva à une vitesse surprenante. Beaucoup d'entre elles, pour ce simple phénomène, n'avaient aucune envie de rester plus que nécessaire dans l'épave. Je me mis à mon tour en route pour le flamboyant dès que la zone fut à peu près évacuée, avec un sentiment mitigé. J'avais ramassé un petit pécule et ramené à moi le chiluréen à l'insu de tout le monde, mais je n'avais toujours pas l'œil de la déesse. Il allait me falloir plus de temps pour la retrouver. Quantum essaye de nous entuber, entendis-je alors que j'allais remonter à bord. C'était la voix de Katrina qui ne devait pas se douter que j'avais laissé ma radio à spectre large allumée. On l'aurait envoyé récupérer une bagnole, continua-t-elle. Morgane est peut-être assez naïf pour le croire, mais pas moi. Le vieux renard est forcément sur un gros coup et je ne resterai pas en dehors de ça. Dès qu'on y retourne, trouvez-moi ce bijou auquel il tient tant, et s'il faut le récupérer sur son cadavre. Après tout, des accidents arrivent dans les épaves. Merci Claire. Merci de t'être adonnée à cet exercice très difficile. C'est pas évident, et en plus c'était une longue lecture. Ouais, plus long que je croyais. Ouais, ça arrive, c'est pas très grave. Eh ben très bien. Donc voilà, on a écouté les 2 premiers chapitres de Capitaine Quantum, et pas Captain Quantum comme je le croyais. C'est pas grave, tout le monde dit Captain. Bon, voilà, c'est à cause de Captain Flamme ça. Bon, bah déjà merci beaucoup. Et pour présenter Capitaine Quantum, donc c'est un roman feuilleton, c'est bien ça? Ouais, c'est une série. On dit que ce sont des séries. Mhm. C'est proposé sur l'application Doors qui propose des séries à lire, un peu comme Netflix, mais pour la lecture. D'accord. Et il y a Capitaine Quantum, mais j'ai déjà publié une autre série qui s'appelle Orgone Tour, Mhm. et C'est de qui, la pour le coup, science-fiction est aussi? plutôt du... Non, pour le coup, c'est plutôt du pulp dans l'univers de Cthulhu, mais en mélangeant avec des tournées de musique pop. Ah d'accord. Il y a des C'est très formes de sympathique. bah oui. Il y a des chanteurs pop et des démons tentaculaires. Mhm. Et des formes euclidiennes, même si bon c'est un octogone et qu'on s'y retrouve, mais non. Et comment tu Et le arrives pharaon noir. à... Et comment es-tu arrivé à travailler pour Doors Éditions? On t'a contacté ou c'est toi qui as répondu à un appel à texte, hein? En fait, je suivais le projet de loin sur Twitter depuis un certain temps, parce que je m'étais intéressée au projet Walrus, qui a été fait plus ou moins par les mêmes personnes. Mhm. Et ils ont commencé à sortir leur application et leur série à lire. À l'époque, ça s'appelait Rocambole, ça a changé de nom pour devenir Doors par la suite. Mhm. Et à un moment, son directeur éditorial a dit qu'il recherchait des délires Lovecraftiens. Et je me sentais plutôt inspirée pour écrire un délire Lovecraftien. Et je lui ai proposé Orgone Tour et ça a fonctionné. Bien ça. Et ensuite,
J'aurais proposé Capitaine Quantum et il a été publié aussi, donc j'espère que ce sera pas la dernière. Est-ce que tu as d'autres projets sous le coude? J'ai drafté une deuxième saison de Capitaine Quantum qui est pas terminée. Je sais pas encore si elle pourra être publiée ou pas. On verra bien, mais tu Le truc, penses... c'est que c'est comme pour Netflix. Ah oui, oui. J'y pense, mais le truc, c'est que c'est comme pour Netflix. S'il n'y a pas assez de monde sur la première saison, il n'y aura pas de deuxième. Ouais, c'est ça qui est super frustrant, en fait, avec ce genre de procédé. Ah bah tiens, salut Fabrice. Il était temps que tu te pointes, la lecture est terminée. Et pourtant, elle était plus longue que prévu. Eh oui, en plus, t'as pas d'excuses, mon gars. Ouais, ça c'est ça qui est super frustrant avec Netflix, c'est que bah on commence à suivre une série et puis bah on connaîtra jamais la fin, quoi. Pour Captain Quantum, c'est une histoire complète, c'est bien ça? Oui, Capitaine Quantum est une histoire complète, mais avec une fin qui permet sans problème de rajouter des aventures. Voilà, bah c'est un peu le propre du pulp quand c'est bien mené, quoi. Parce que c'est vrai que terminer sur un cliffhanger, surtout quand t'es pas sûr de terminer ton histoire, c'est voilà, la porte ouverte aux plus grandes frustrations. Parce que Doors, ils ont déjà des séries, enfin, ça fait pas très longtemps que la plateforme existe, mais ils ont pas encore annulé de séries. Pas à ma connaissance. Bon, espérons qu'ils n'annulent pas Capitaine Quantum et que ça marche mieux. D'ailleurs, Bah, pour ça, il faut qu'il y ait du monde qui le lit. C'est comme pour Netflix. Il faut qu'il y ait suffisamment d'auditeurs, ou de lecteurs en l'occurrence. espérons qu'il y ait autant de monde que possible. Parlons donc du Capitaine Quantum. Est-ce qu'il y a, j'ai vu que tu avais quelques références Lovecraftiennes encore, avec les habitants d'Ultar. Ouais. Et encore, il y en avait d'autres au départ. Comme, Après Rock Tour, j'étais reparti sur un truc un peu Lovecraftien et le méchant aurait dû faire partie d'un culte à Azathoth, et puis je me suis dit que c'était peut-être un peu trop et qu'en fait j'en avais pas besoin. Où j'ai gardé seulement quelques références subtiles et les Ultar effectivement qui viennent de la nouvelle Les Chats d'Ultar. les minouches. Dans l'histoire originale, Ultar est une cité où les chats sont protégés. Et là, j'ai opéré un petit glissement où Ultar est en fait le nom de la race des félins humanoïdes qui partagent plus ou moins avec les humains les systèmes colonisés. Est-ce que tu considères Capitaine Quantum comme un space opéra ou c'est de l'art SF, la présence de créatures C'est un extraterrestres? peu ce qu'on veut. Ce qu'on veut C'est voir. un peu ce qu'on veut bien que ce soit. Un space opéra, pourquoi pas, parce qu'il est un peu. Il y a quelques références à Star Wars dedans aussi. Ah bah obligé, hein, avec une espèce de pirate de l'espace dilettante. Ah, il a un petit côté Han Solo, le capitaine. Et quelles sont tes autres influences pour la création du personnage? À part, bien sûr, attention, Peter Capaldi. C'était obligé. Dans Gone Tour, c'était Louis Capaldi qui avait été ma principale inspiration. Je voulais pas faire de jaloux dans la famille. Est-ce que c'est le fils de Peter Capaldi? J'étais tombée. Louis, non, c'est son petit cousin. Petit cousin, d'accord. On vient de la même famille, mais c'est moins direct. Ok. Je me demandais, ils se ressemblent pas vraiment. Non, effectivement, non. Ils sont pas père et fils. Il y en a qui se sont posé la question à leur début. Non, mais Peter, en fait, j'étais tombée sur une photo, enfin un photomontage. J'ai diffusé sur Twitter, donc il a Peter été vu et Capaldi revu avec... où il était en pirate de l'espace avec un cache-œil. Je me suis dit, tiens, ça ce serait un personnage de pirate de l'espace qui claquerait Bah plutôt, ouais. et qui aurait son petit caractère. Hein. Enfin, à la base, tu es fan de Je me demandais si tu étais fan de Doctor Who et que tu avais, et que, bah, Peter Capaldi était ton docteur préféré ou si tu avais découvert avant. Oui, j'ai découvert avec Doctor Who et oui, c'est un de mes docteurs préférés. Et le trio de tête entre Peter Capaldi, David Tennant et Matt Smith, il n'y a pas beaucoup d'écart entre les trois. Ils sont tous les trois excellents. Ah, c'est clair. Même si David Tennant a tendance à décrocher la timbale, mais bon, je trouve que Peter Capaldi est un petit peu sous-estimé en tant que docteur. Peut-être qu'il est arrivé au mauvais moment. À ses débuts, quand il a remplacé Matt Smith, je n'aimais pas du tout. Et puis après, je me suis dit, en fait, si, il est pas mal. Donc il faudrait un bon pirate de l'espace. Oui. Est-ce que tu as mis d'autres personnages ou d'autres influences pour construire ta créature, ton Capitaine Quantum?
Il y a aussi un peu d'influence des dessins animés de science-fiction des années 80. Il y a un peu de Cobra et d'Albator aussi en lui. Avec le cache-œil. Il manque juste la cape. Ouais. Et la cape, c'est pas pratique. La cape et l'oiseau, l'oiseau chelou. C'est vrai qu'il y a l'influence de Cobra parce que Oui. il a une copilote, Aki. Ouais. Et donc, si je dis pas de conneries, une cyborg. Une androïde. D'accord. Et il y a un petit peu de Capitaine Flamme aussi dans les intrigues, parce que Restimel était censé chanter le générique de Capitaine Flamme. Ça, c'est plutôt pour la déconne. Capitaine Flamme, c'est une série que je connais un peu moins bien, donc il n'y a pas beaucoup d'influence dans Capitaine Quantum. Ah, déjà, il y a de très belles influences. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le reste de l'histoire par exemple, quel sera le rôle d'Archibald ou quel danger de Star Wars ils vont affronter? Archibald, c'est un peu la victime dans l'histoire. C'est le personnage qui c'est celui qui déclenche toute l'intrigue, mais en fait, il a zéro contrôle sur ce qui se passe derrière. D'accord, c'est un Parce peu le que comic relief. un peu, ouais. En fait, c'est typiquement le personnage qui a vécu dans un vase clos de l'aristocratie de Chilure et qui se retrouve complètement paumé dès qu'il est ailleurs que dans son monde familier et que les choses ne tournent pas comme il l'aurait cru. Ce qui arrive assez souvent. Et ce qui peut arriver aussi dans la réalité, Et je pense. ça reste cependant un personnage sympathique parce qu'il a vraiment aucune mauvaise intention et il cherche vraiment à faire le bien, même s'il a aucune idée du comment. Ce qui est tout ce qui va poser de gros problèmes au capitaine. Ouais, c'est un peu une espèce de cardinal de Richelieu. Le bien, il le fait bien, il le fait mal, et, et le mal, il le fait bien. Ouais, sauf qu'il n'y a pas la partie le mal il le fait bien. Il se plante dans tout. Il fait le bien, mais il le fait mal. C'est pas l'approche d'un film récent d'ailleurs. Oui, bah ça, ils l'ont piqué justement à cette espèce d'épigramme sur le cardinal de Richelieu. Donc on a des personnages d'Amazon, un personnage d'Android féminin. Bon, aussi, mais on n'en voit pas pour l'instant de grands méchants. Est-ce qu'il y a une menace particulière qui plane sur l'univers? Il y a deux grands méchants, un vrai et un faux en fait. Ah. La grande méchante qu'on va beaucoup voir dans la suite de l'histoire, comme la dernière phrase le suggère, c'est Katrina. Il y a les dents Qui va qui être rayent le parquet. un peu la excédent qui règle le parquet, qui va être la grande rivale du capitaine Quantum dans la course à l'œil de la déesse. On pense au personnage Cependant, de Sandra dans Cobra. et sans vouloir spoiler, elle aussi va se retrouver dépassée par les événements. En fait, le méchant, c'est celui dont on soupçonnait pas vraiment l'implication, parce qu'on en a parlé très brièvement au début de l'histoire. Et je peux pas en dire trop, sinon je vais spoiler. Donc, bon, le principal attrait, en tout cas, de la plateforme Doors, c'est des chapitres assez courts, de faire comme une série, comme tu as dit, façon Netflix. Est-ce que ton histoire est assez longue? Est-ce que tu as été un petit peu obligé de couper, de brider ton imagination pour rentrer dans les clous? Brider mon imagination, non, en fait. J'ai la toute première version que j'ai proposée comportait 10 ou 11 épisodes, je sais plus. J'ai raccourci, mais sans vraiment retirer des choses à l'histoire. C'est plutôt été une manière de condenser pour être sûr de bien garder l'attention des lecteurs. Oui, ça c'est la La narration. version définitive fait 8 épisodes. D'accord, ok, parce que Doors, il demande combien d'épisodes au total, hein? Enfin, grand max. Je sais pas s'il y a un max. En fait, ça va dépendre de la densité de l'histoire et de la manière dont elle est racontée. Et est-ce que tu as fait Ma d'autres première série Orgone Tour faisait Excuse-moi, ma dernière Oui, série Orgone Tour faisait 5 épisodes, donc j'augmente un peu avec Capitaine Quantum. Et s'il y a une saison 2, elle sera peut-être un peu plus longue que la 1. un peu plus longue que la une. Ok. Tu penses faire combien d'épisodes, enfin combien de saisons au total de Captain Quantum? Je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Tant que ton J'espère imagination pouvoir en faire permettra. une deuxième. Ouais. Et si tout va bien, il est possible que j'en fasse une troisième. S'il y en a une deuxième et si elle marche.
Je pense pouvoir avoir de quoi en faire une troisième. Peut-être une quatrième, mais là, ça devient beaucoup plus hypothétique. Là, on s'avance un petit peu. Déjà que ça l'était au départ. Tu as déjà bouclé le deuxième épisode de Capitaine Quantum, hein? La deuxième saison, tu veux dire? Oui, voilà, oui, pardon. Pas encore. Enfin, j'ai travaillé sur le synopsis, mais j'ai pas encore la fin. Mhm. De toute façon, je vais peut-être pas le proposer tout de suite parce que j'avais proposé une suite à Orgone Tour à l'époque. Et on m'avait répondu qu'il valait mieux attendre de voir si la première saison avait bien fonctionné ou pas. Ça, Semble-t-il, elle n'a pas très bien fonctionné et on m'a jamais rappelé depuis. Ah, zut. Donc j'y travaille un peu en tâche de fond et j'attends de voir ce que ça donne. D'accord. Je sais pas encore combien de gens ont lu Capitaine Quantum. Les comptes rendus ont lieu chaque trimestre. Et Capitaine Quantum ayant été publié en janvier, au mieux, j'aurai des informations fin mars. D'accord. C'est le suspense. Et ça, c'est un peu la dure loi des séries, enfin littéralement, les éditions en tout cas, c'est que ben les séries ne marchent pas forcément. Le premier épisode peut bien fonctionner en librairie, et puis après le deuxième se planter, je sais pas, parce que peut-être que les libraires n'arrivent pas à les mettre en avant ou autre, mais je pensais qu'avec une plateforme comme Doors, ce problème ne se poserait plus. Le problème, c'est que ils ont les mêmes problématiques qu'un éditeur. Si une série attire pas suffisamment les lecteurs vers la plateforme, c'est pas bon pour eux. Ouais. Ah, qu'est-ce que tu ferais si jamais Doors ne peut pas publier une deuxième saison? Tu t'arrangerais quand même pour le faire paraître, hein? Est-ce que tu aurais d'autres pistes? Je sais pas. Parce que j'ai vu que tu as Ou déjà... alors je partirais quand même complètement sur autre chose. Ouais. On sait pas. Bon, après, je pense qu'il faut pas trop non plus rester accroché à ses récits préférés, quoi. Ça peut être assez cruel, la vie d'auteur de ce côté-là. Et sinon, j'ai vu en tout cas que tu avais publié d'autres histoires, hein, sur d'autres plateformes. C'est exact. J'ai même publié 2 livres chez un éditeur. C'est quel éditeur? Mu Édition. Ah, d'accord. C'est devenu Continent Mu, c'est une filiale des éditions Mnemos maintenant. Oui, ouais, j'ai entendu dire, ouais. Et c'était quel roman? Alors le premier, c'était en 2015, ça s'appelait Le Don d'Osiris. C'était une histoire mi-fantastique, mi-romance qui se passait entre l'Égypte ancienne et l'Égypte de nos jours. D'accord. Et la deuxième? Et la deuxième, en 2018, c'était L'étrange affaire Nottinger et c'était encore du Lovecraftien. Là plutôt plutôt en mode enquête horrifique. Oui. Le pitch, c'était une détective privée qui recevait une lettre lui demandant de rouvrir l'enquête sur la mort d'Edward Nottinger. Sauf que, étrangement, cette lettre était signée par Edward Nottinger. Ah. En partant enquêter, elle a découvert qu'officiellement, Edward Nottinger s'était suicidé. Et au fur et à mesure de phénomènes étranges, elle commence à comprendre que c'est pas tout à fait un suicide et aussi qu'il est pas tout à fait mort. Et elle se retrouvait au milieu des morts vivants et des créatures du mythe de Cthulhu. D'accord. On sent un petit peu une influence aussi de l'affaire Charles Dexter Ward. L'identité Pourtant, de je crois que j'ai détention. lu je crois que j'ai lu l'affaire Charles Dexter Ward après avoir écrit ou du moins après avoir posé le pitch de l'affaire Nottinger. Ah, ça arrive souvent, ça. Des espèces d'influences qu'on nous prête et qui finalement n'ont rien à voir. En fait, tu as l'air très attaché à l'univers de Lovecraft. Tu as grandi avec ses livres. Pas du tout, j'ai découvert sur le tard. J'ai plus grandi avec la science-fiction qu'avec le fantastique Lovecraftien pur et dur. Quels étaient tes auteurs de science-fiction préférés? J'ai beaucoup aimé Asimov. C'était dans les classiques. J'ai dévoré Les Guerriers du Silence de Pierre Bordage. Il y en a eu un certain nombre d'autres. J'ai bien aimé Dune aussi. Non. C'était assez compliqué. Est-ce que tu as réussi, est-ce que tu as toujours des contacts avec, ce qui était précédemment les éditions Mu?
J'en ai encore de temps en temps, mais pas beaucoup. En général, c'est moi qui demande. Ouais. T'avais proposé d'autres livres avant? Il y a des romans que j'ai proposés à d'autres maisons d'édition, mais ça n'a jamais rien donné. Faut dire aussi, c'était il y a un moment. Je débutais. Oui. Quand tu débutes et que tes livres sont pas forcément très bons, ça risque pas d'intéresser grand monde. Non, ça c'est le Même combo en maintenant, plus. ça intéresse pas grand monde, alors avant. Ça, on va attendre de voir pour Capitaine Quantum, hein. Mais en tout cas, le catalogue de Doors a l'air assez fourni. Donc c'est clair. Ouais, et ils ont des nouvelles séries qui sortent très régulièrement. Il y en a au moins une par semaine, parfois plusieurs. C'est clair. C'est pas facile de surnager en tout cas parmi autant de bouquins. Est-ce que tu as d'autres projets hors Doors Je publie énormément de nouvelles, enfin c'est surtout des nouvelles. Il y a quelques romans aussi Tu sur la plateforme Atramenta. peux nous en dire plus? C'est quoi cette plateforme? C'est une plateforme de publication. Merde, je me suis trompée. Je voulais écrire l'adresse dans le chat, mais ça n'a pas fonctionné. Ah zut. Alors c'est une plateforme d'édition qui permet de publier des textes gratuitement en accès libre, soit directement en lecture sur l'écran, soit en téléchargement. Ok. Et ils font aussi service d'autopublication. Pas mal en tout Et cas. c'est pas du tout du compte d'éditeur, mais ça permet d'éditer un livre, de le diffuser un peu. Hop, voilà. J'ai fait voilà, exactement. Exactement. J'ai sorti un roman chez eux d'ailleurs avant d'arriver chez Mu. C'est Alva et Eni. C'était un roman de science-fiction. Mais pas du tout Lovecraftien pour le coup à ce moment-là. C'était plutôt quelle Il influence? est toujours disponible. Il est toujours disponible en téléchargement. Là, l'influence, c'était Stargate Atlantis. D'accord. Tu peux me redire le titre que Je je vais pense que mettre sur le chat? LJ. Attends, je vais l'écrire. Ok. Je l'ai écrit, voilà. D'accord. Alva et Eni. Ouais, putain, j'ai j'ai mélangé les deux. Je vais mettre. Alors, je vais le chercher sur C'est le pas chat. grave. Je vais mettre le lien pour tout le monde. Voilà. Jolie couverture spéciale. Donc Alva et Eni, c'est celui qui a utilisé la plateforme de publication la vraie, mais j'ai aussi publié énormément de romans et de nouvelles gratuitement sur Atramenta, dont des nanovrimo. J'ai fait le défi 4 fois, je crois. Ah oui, quand même. Et il y a aussi énormément de nouvelles, et j'ai une espèce de série qui est un spin-off de Doctor Who. C'est L'Alchimiste. Et ça parle de quoi? Dans cette série, on suit une autre dame du temps, qui n'est pas le docteur, qui est l'alchimiste. Et elle-même va avoir ses propres compagnons et ses propres problèmes. Au départ, elle a oublié une partie de son passé. Et quand elle va retrouver ce qui s'est passé dans cette période de sa vie qu'elle a oubliée, elle va découvrir qu'il aurait mieux fallu l'avoir perdue, en fait. Parce qu'elle elle va se retrouver à lutter contre un ordinateur fou nommé Omnicron, rien à voir avec le variant du virus, qui a été créé pour faire la guerre et qui se retrouve avec une obsession de faire la guerre à tout prix et d'entraîner l'alchimiste dedans, alors qu'elle a décidé de ne plus faire la guerre. Un peu une anti-héroïne en quelque sorte. Qui va être poussée en tout cas dans ses retranchements. Ouais. Donc, ouais, c'est toute une série. Je vous ai mis le lien en tout cas sur le chat. Pour ceux que ça intéresse. Puis on a ta biographie. D'ailleurs, parlons-en parce que tu n'as pas de formation littéraire à la base, tu es ingénieur en informatique. Hein. Exact. Et comment en es-tu arrivé à cette envie d'écrire? J'ai toujours eu envie d'écrire. Déjà quand j'étais adolescente, je noircissais des cahiers avec des histoires un peu sans queue ni tête. Et ça m'a jamais vraiment quitté. La différence, c'est que au fur et à mesure du temps, j'ai un petit peu amélioré ma plume et j'ai appris à faire des trucs plus cohérents et ils se, ils se lisent un peu mieux. C'est un travail de longue haleine, c'est un entraînement de sportif. Ouais. De marathonien. Oui, aussi, oui.
C'est vrai que du coup, je me retrouve avec une espèce de double casquette littéraire et scientifique. Parce que j'étais pas du tout là-dessus à la base, mais Bon, je pense que pour la SF, ça doit ça aider. ouais, ça m'a permis de m'intéresser à des domaines qui sont arrivés plutôt utiles pour la SF. Les Ouais. connaissances de l'astrophysique, Oui, oui, oui. ça peut aider. Donc, par conséquent, pendant Capitaine Quantum, tu vas utiliser tes connaissances pour établir ton univers, les péripéties. Un petit peu, même si c'est quand même c'est quand même très inventé. C'est pas trop compliqué, en tout cas, avec tes connaissances scientifiques, de partir dans des univers assez fantaisistes, finalement. Parce que tu vas te dire, ouais, non, je peux pas écrire ça, c'est scientifiquement impossible, ça va contre la nature. Non, parce que c'est toujours possible d'extrapoler. La science, c'est aussi faire des hypothèses. Au fur et à mesure, on rejette certaines hypothèses comme étant impossibles, mais l'impossible de maintenant, c'était le et si c'était possible d'hier. Oui. Donc il y a toujours moyen de se dire et si on découvrait d'autres choses dans les étoiles et si il y avait d'autres dimensions du multivers auxquelles on pouvait accéder. La science en fait offre énormément de possibilités. C'est clair que on veut penser, tu sais, à l'antimatière, à toutes ces choses qui peuvent échapper au commun des mortels et que un seul un scientifique connaît et peut établir dans son histoire. Bon, tu t'as parlé du NaNoWriMo, mais est-ce que tu as utilisé les textes que tu as écrits pour le NaNoWriMo pour tes projets Non, pas vraiment. C'était surtout de l'entraînement pour beaucoup écrire. Que j'ai connu des périodes un peu plus creuses où j'avais du mal à écrire et le NaNoWriMo c'est un excellent moyen de s'y remettre. Oui, jamais réussi à aller jusqu'au bout. Et qu'est-ce que tu conseillerais en tout cas aux apprentis auteurs? Parce que comme tu vois sur Twitter littéraire, c'est beaucoup d'aspirants auteurs, de jeunes qui posent énormément de questions. Est-ce que toi, en tout cas, tu aurais un conseil à donner? Ça, c'est une grande question. Après, voilà, tu peux dire, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de conseil. Je sais pas trop. Pour chacun, c'est différent. Je pense que il faut. Le mieux, c'est de s'inspirer des grands. Pas écouter les conseils de n'importe qui, parce que si commence à écouter les conseils de tout le monde, on aura tout et son contraire. Meilleur moyen de se retrouver complètement perdu. Il faut. C'est un peu comme dans les shonen. Il faut avoir son idole, son modèle, son senpai. Et toi, Il Sage faut. Move? Je pense que c'est une bonne chose d'avoir un grand modèle, de, de suivre ses conseils, mais d'être son propre senpai. Ton propre guide, tout à fait. Et toi, enfin, Pour moi, pour moi, ses grands maîtres, ce serait Isaac Asimov, Neil Gaiman, hmm, il y a pire comme Pierre Bordage un peu, ou oui. Stephen King. Et quel conseil, toi, tu aurais aimé qu'on te donne quand tu étais encore jeune autrice? Je sais pas. Puisqu'un conseil serait peut-être une mise en garde Ouais. que attends-toi à ce qu'il y a beaucoup de gens que ça n'intéresse pas, Ah, malheureusement. parce que c'est le cas. Il y a tellement de bouquins sur le marché, tellement de propositions. Ah, et puis l'imaginaire est un peu malmené, je trouve. Enfin, ça a toujours été très malmené. À ton avis, pourquoi c'est un genre aussi mal aimé, quoi? Toujours, je sais pas. Quand on regarde un peu dans le rétroviseur, et je m'excuse si ça va sonner un petit peu comme c'était mieux avant, à la fin du 19e, au début du 20e siècle, il y a eu une grande vague de ce qu'on a appelé le merveilleux scientifique, qui était la proto-science-fiction française. Et l'un des premiers films français qu'on connaît, qui a été créé par le grand Georges Méliès, c'était Le Voyage dans la Lune. Oui. Et c'était de la science-fiction. Mm. Mais il y a eu, je pense, il y a eu une espèce de réaction à la science-fiction où les gens ont commencé à se dire que ça perturbait l'imagination des enfants, que c'était une mauvaise chose et qu'il fallait rester ancré dans le réel.
Et à mon avis, il en reste encore des traces aujourd'hui. Oui, et très bizarrement, c'est surtout en France, en fait, qu'il y a ce problème avec l'imaginaire. Parce que dans les autres pays, que ce soit en termes de cinéma, de littérature, l'imaginaire garde un très bon accueil. C'est vrai, on a énormément de films américains de science-fiction, des séries britanniques comme Doctor Who qui marchent encore très fort. En France, on n'aurait pas on n'aurait pas notre Docteur Key. Ce serait marrant pourtant. Hum. J'aurais aimé pouvoir avoir un Docteur Key. Ah ben peut-être que ça n'attend que toi pour l'élaborer. J'ai l'alchimiste, c'est un petit peu ça. Ah oui, t'as déjà ton petit docteur qui un peu moins accouché dehors. C'est vrai que c'est très regrettable parce que enfin, tu vois par exemple les romans de Gaston Leroux avec une ambiance un peu fantastique. J'ai vu il y avait des vieilles séries françaises des années 70 qui sortaient sous cette vague comme L'île aux 30 cercueils, Noir sont les galaxies. Et après, ben, je sais pas, c'est pas le manque de budget à mon avis. Parce que même avec des petits moyens, on voit des détectives comme La Quatrième Dimension qui fonctionnaient du feu de Dieu, quoi. Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est l'arrivée de la nouvelle vague ou d'une espèce d'intellectualisation de la littérature et du cinéma? Peut-être. Ou alors, il y a je pense que les médias, les décideurs dans les médias, donc pensent que c'est pas populaire. Ouais, c'est bien dommage. Donc ouais, c'est ça la mise en garde en fait, C'est surtout quand tu dommage. écris. Pour reprendre un illustrateur, je crois qu'il est britannique ou américain, je sais plus, Tom Gould, Mm. où il représentait la grande littérature d'un côté et la science-fiction de l'autre. Et il illustrait la même problématique où la science-fiction lisait la grande littérature. Vous êtes juste jaloux de mon jetpack. Je pense qu'il y a un peu de ça. J'ai adoré ça. Bah oui, parce que je sais pas, il y a beaucoup plus d'imagination en route, quoi. Enfin, je veux dire, les prix Goncourt, Renaudot et tout ça, c'est souvent de l'autofiction avec matage de nombril. Ou alors, bon, peut-être que je simplifie trop. Non, non, j'ai essayé, j'ai tombé une fois sur c'était un hôtel qui proposait des bouquins en libre service dans son salon. Il y avait un truc qui était étiqueté prix Goncourt ou quelque chose comme ça. J'ai commencé à le lire et je me suis fait chier. Mais honnêtement, c'était chiant comme un frigo vide ce truc. Ouais, d'accord. Donc en fait, c'est une littérature sans jetpack. Ouais, mais c'est commencé avec une espèce de réunion de famille. Je me suis dit, mais merde, j'ai déjà les réunions de famille chez moi, qu'est-ce que je me fais? Pourquoi lire ça? Pourquoi écrire ça? Surtout, ça sert à quoi de faire de la fiction si c'est pour lire tous les trucs chiants de la vraie vie? Il y a les journaux pour ça. Bon, en tout cas, ouais, ça c'est la mise en garde qu'on aurait aimé entendre effectivement que bah écoute, tu t'engages dans un genre déjà l'écriture, c'est pas garanti qu'on te lise, mais en plus si tu écris de l'imaginaire ou de la science-fiction, tu cherches la merde. Bon, ok, ce sera la conclusion en tout cas. La littérature française manque de jetpack. Bon, ben, j'espère que ça a plu à tout le monde. Présente. Bah merci en tout cas À ceux qui étaient là, en tout cas. Miguel Lynx et Restimel C'était ceux qui étaient là. qui n'a pas chanté le générique de Capitaine Flamme. Est-ce que son micro marche On pas? l'imaginera. Bon, bah, en tout cas, merci Claire de ta lecture et d'avoir répondu à l'invitation et tout. On espère très très fort Merci que... à toi de m'avoir invité, hein. Bah non, c'est normal, quoi. Bon, bah, en tout cas, voilà, c'était Claire Billot pour Capitaine Quantum, qui, espérons, aura une deuxième saison. On croise les doigts. Voilà, donc le mois prochain, je reçois Tiffany Levillain qui va nous lire un extrait de son prochain roman paru chez Pulp Edition. Bon, bah, voilà, bah, bonne soirée à tous. On va commencer l'apéro, je pense. Et c'est pas déjà fait. Bye bye.